Bonjour, c'est Stéphanie Lehuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le chemin de ma philosophie. Je vous y invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Je ne serai pas toute seule aujourd'hui parce que je rencontre Marie-Céline Hainaut qui va nous parler du sujet sur lequel elle travaille. Et si vous êtes déjà retrouvés à vouloir absolument faire quelque chose parce que vous étiez convaincu que c'était très bien, comme par exemple une résolution, et que c'était impossible de s'y mettre, l'épisode d'aujourd'hui va vous parler. On s'est retrouvés pour que tu nous parles de ton projet de recherche actuel qui est sur un sujet dont le nom est un terme qu'on ne connaît peut-être pas tous, qui est sur l'acrasie. L'acrasie. C'est un mot qui fait un peu peur, ouais. Effectivement, qui vient de kratos en grec. Kratos, c'est le pouvoir, la puissance. Donc avec le A privatif, ça veut à peu près dire l'impuissance. Alors on se dit que ça veut dire l'impuissance. En fait, dans ce terme-là, ça veut dire l'impuissance à se contrôler soi-même et à faire ce qu'on avait vraiment décidé de faire. En gros, c'est ça que ça veut dire. L'acrasie, ça veut dire j'ai décidé de faire une action parce que c'est la meilleure action à faire pour moi. Par exemple, j'ai décidé de me mettre au footing, admettons, parce que voilà, je pense que le mieux pour moi et pour ma santé, c'est de faire du footing. Rien ne m'empêche de prendre mes baskets le matin et d'y aller. Je suis libre de le faire. Ouais. Vraiment, je peux le faire. Et pourtant, intentionnellement, je vais pas le faire. Je vais pas y aller. Donc ça, c'est ce que les Grecs appelaient l'acrasie. C'est-à-dire que je n'ai pas de pouvoir sur moi-même. Je n'arrive pas à être suffisamment puissant pour réaliser les décisions que j'ai prises, alors que pourtant, je pourrais le faire. Et que rationnellement, je suis convaincue que c'est la, non, c'est j'ai décidé moi. C'est-à-dire, je pense que vraiment le meilleur truc à faire pour moi, c'est de me mettre au footing. Et il y a quelqu'un qui m'en, enfin, on ne sait pas quoi qui, et il y a, de le réaliser. Voilà. Au départ, les Grecs ont dit ça n'existe pas. En fait, les premiers philosophes qui ont parlé de ça, ouais, au départ, ça se retrouve chez Platon, donc c'est Socrate qui en parlait, à travers Platon. Et en fait, il décrit ça un peu comme le Dahu. Tu veux, il va dire, ouais, l'acrasie, c'est un concept intellectuel, mais ça n'existe pas. En gros, si on est libre d'agir, si on a vraiment décidé de faire l'action A, qu'on est capable de faire l'action A et qu'on pense vraiment que le mieux pour nous, c'est de faire l'action A, alors on fait l'action A. Et donc, si on fait pas l'action A, c'est simplement où on est fou, qu'on n'a pas bien compris, on n'a pas une rationalité correcte, ou alors qu'on n'est pas libre, que quelqu'un nous en empêche ou que quelque chose nous en empêche. Mais en tant que tel, agir à l'inverse de ce qu'on avait décidé de faire, si on est libre de le faire, ça n'existe du tout. Drôle. Donc au départ, ça a été décrit pour dire, on le décrit, mais en fait, on va dire que ça n'existe pas. Et puis juste après, Aristote vient en disant, bah oui, effectivement, rien ne nous explique pourquoi ça marche comme ça. Mais bon, ceci dit, on constate quand même qu'on a quand même l'impression que tout le monde le fait, tout le temps. Oui, en plus, c'est donc ça existe, tu vois, ça existe en vrai. Et globalement, ça fait 2500 ans qu'on en est là. C'est-à-dire, mais donc ça existe, on le constate, on le fait tous, plus ou moins à des degrés divers. Moi, je suis la reine des acratiques, je le fais tout le temps, mais il y a des gens qui sont plus ou moins dans le contrôle. Globalement, on le fait tous. Et pourtant, il n'y a pas d'explication causale, donc de la cause et du mécanisme très précis, philosophiquement, sur mais pourquoi diable n'arrive-t-on pas à faire ce qu'on avait pourtant décidé de faire quand on serait libre de le faire. Alors toi, tu dis ça fait 2500 ans qu'on en parle en philo. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où Alors on en parle en philo. On en parle en philo, il y a des gros trous, c'est-à-dire qu'on en a parlé, on retrouve chez Aristote globalement, en philosophie antique, chez les Grecs. Ensuite, on n'en parle plus du tout, pendant longtemps. Ça se retrouve en philosophie médiévale. Mais c'est plutôt, tu vois, chez Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, etc., un peu le combat du démon, de la grâce de la grâce contre le péché, enfin ce genre de truc. Comme s'il y avait deux entités en nous, tu vois, le petit diable chez Tintin, là, t'as toujours le petit, chez Milou, le petit diable d'un côté, le petit ange de l'autre qui lui parle en lui donnant des informations et des ordres contradictoires. C'est un peu ça l'idée. Je schématise à fond. Mais... En gros, l'idée est de dire qu'en fait, on n'arrive pas toujours, parce qu'on est contraint par le péché, etc., à agir selon la bonne chose à faire. Et puis ensuite, de nouveau, un gros trou dans la philosophie. Donc, 17e, 18e, 19e, on n'en parle pas. Ah ouais, et ça revient dans la philosophie, en gros, anglo-saxonne au 20e siècle. Super récent. Même très récemment. Est-ce que c'était un peu en parallèle de la psychanalyse ou pas du tout? Alors ouais, le souci de la psychanalyse, c'est un sujet vachement intéressant, mais le souci de l'inconscient, c'est que tu pars du postulat que comme on est dominé, entre guillemets, par notre inconscient, on n'est jamais vraiment libre d'agir. Oui. Donc en fait, psychanalyse va éluder le problème en disant si on n'agit pas comme ce qu'on avait décidé de faire, c'est simplement qu'on n'est pas libre. Parce qu'on est contraint par un mécanisme interne. Tout premier. Voilà, ça devient de dire en fait on n'est pas vraiment libre. Quand on fait ça, c'est que il y a un truc, il y a des mécanismes inconscients auxquels on n'a pas toujours accès, auxquels on pourrait avoir accès, mais en gros on n'est pas vraiment libre d'agir. Donc tu fais la psychanalyse, c'est des théories qui sont vachement intéressantes que j'ai mis un peu de côté parce que moi mon postulat de départ c'est de dire on devrait pouvoir être libre d'agir, on devrait avoir un libre arbitre à un moment donné. C'est peut-être un postulat erroné, mais c'est comme ça qu'on avance quand on a une thèse. Et pourquoi tu t'es intéressée à ça? Alors, je me suis intéressée à ça parce qu'à la base, je suis médecin généraliste.
On en avait peut-être déjà parlé. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de discuter avec les patients de cette question-là autour de la prise du traitement médical. Ça arrive souvent. Ouais, en gros, on sait que quand on fait une recommandation, que ce soit prenez un traitement, faites de l'exercice, mangez telle ou telle chose, ou allez faire telle prise de sang, etc. Toute recommandation médicale, on sait qu'il y a plus de la moitié des gens qui vont pas faire ce qu'on leur propose de faire. C'est énorme. C'est énorme. Et comment on sait que c'est la moitié? Parce qu'il Alors, il y a vu après. alors ouais, il y a eu des énormes études de l'OMS, des très très grosses séries. Alors, ils ont fait des séries dans tous les pays, sur à peu près tous les continents. Alors, évidemment, dans les pays qui ont un système de soins. Hein, voilà, on parle quand même globalement de pays avec un accès au système de soins. Mais à peu près sur tous les continents, on a interrogé des patients, que ce soit des patients chroniques, des patients avec des maladies aiguës. Alors évidemment, plus c'est les maladies chroniques, plus c'est compliqué. Mais et en toutes les maladies, il s'est avéré que, alors il y a eu du coup des centaines de milliers de patients qui ont été suivis sur des dizaines d'années, et on se rend compte que il y a... C'est une et même étude, ça, ou non, c'est une revue de plein d'études. C'est une méta-analyse. Ouais, c'est ça, c'est une méta-analyse de l'OMS. Alors on le retrouve assez facilement sur Internet, ce rapport de l'OMS 2000, je sais pas, dans les années 2010, 2011 peut-être. Et globalement, ça parle d'acrasie, en ça parle de ce qu'on appelle l'inobservance thérapeutique en France. D'accord. Donc en anglais, c'est non-adherence. Donc la l'inadhérence, je sais pas comment dire en français, la non-adhérence, non-adhésion au traitement, en gros. Oui, adhérence, c'est pas ça. Adhésion parce plutôt. Que je sais pas exactement ce que tu dis, toi, dans le sens où il y a une adhésion quand même. Alors oui, donc en fait, dans ce qui quand on parle de l'inobservance thérapeutique, c'est en gros quand les patients ne font pas ce qu'on leur a proposé de faire. On va dire la moitié des patients. Dans cette moitié-là, il y a des gens qui ont des bonnes raisons de pas faire ce qu'on leur a proposé de faire. Tu vois, par exemple, tu leur proposes un truc, en fait, ils sont pas d'accord. Tu leur as proposé un truc qui est pas conforme à leur objectif, un truc qui colle pas avec leur vie de famille, parce que c'est trop compliqué le traitement, parce que financièrement ils ont pas les moyens, parce qu'ils ont pas de bonne mutuelle, je sais pas, ou parce que simplement ils croient pas à ce que tu leur proposes, ou parce que ils pensent que je sais pas, il y a un complot de l'industrie. Bref, il y a plein de gens qui ont des bonnes raisons, enfin, sont cohérentes avec eux-mêmes de pas prendre le traitement que tu leur as proposé. Ceux-là, à la rigueur, ça m'intéresse pas, ils sont. Et parmi ces 50%-là, il y a une partie qui dit, écoutez, j'ai vraiment envie de faire ce que vous m'avez demandé. J'ai vraiment envie de me mettre au sport, j'ai vraiment envie de prendre mes médicaments. Ce que vous me proposez, c'est vraiment conforme à mon objectif en matière de santé. J'ai vraiment envie de faire ça, et pourtant, j'y arrive pas, je suis pas capable de vous dire pourquoi. Et donc, cela, c'est quoi comme part, alors, ça, non, l'OMS l'étudie pas du tout. Ça, du coup, c'est mon sujet de recherche. Et, à terme, si j'avais des budgets de recherche, dans mon idéal, il faudrait faire une analyse sur une grande cohorte pour essayer de quantifier quelle est la part de ces patients-là. J'ai l'impression que moi, j'en rencontre assez souvent au quotidien. Et pour en parler avec la plupart de mes collègues médecins, on en rencontre tous. Donc, moi, je me dis, ils existent. Peut-être qu'ils sont 10%, peut-être qu'ils sont 30%, peut-être qu'ils sont 5%, je sais pas. En tout cas, ils existent et on les rencontre. Ouais, je pense que c'est significatif. Et donc, ceux-là sont pas étudiés. Et donc, personne n'a de réponse. Voilà. Et ceux-là, personne les étudie pour la simple et bonne raison que les médecins ont pas accès au concept de la philosophie. Parce qu'en fait, moi, au départ, quand j'ai étudié ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai envie de parler de ces patients qui ont envie de faire ce qu'ils ont décidé de faire et qui n'y arrivent pas. Mais au départ, j'avais pas ce terme de la philosophie. Puis en lisant, je me suis dit, ah, mais en fait, ça existe chez les philosophes. C'est drôle. C'est marrant parce que nous, les médecins, on est confrontés à ça tous les jours. Et en fait, les philosophes étudient ça. Ils vont pas forcément mettre ça dans le champ de la médecine. Et nous, en tant que médecins, on est confrontés à ça, mais on sait pas le nommer et on sait pas l'étudier. Il y a d'autres choses, tu penses, que la médecine, où ça s'applique? Alors, c'est étudié pas mal dans le champ de la psychologie. C'est-à-dire, en gros, quels sont les processus de motivation, sur quel levier de motivation on peut appuyer ou on peut agir. Genre pour arrêter de tuer, par exemple. Voilà, pour aider les gens à se motiver, à agir, etc. Mais on étudie assez peu les explications causales. C'est ça qui m'intéresse, pas dire, mais d'où ça vient. Où est le moment où ça marche, où il y a le dysfonctionnement. Et alors, pourquoi la philosophie et pas, je sais pas, peut-être les neurosciences, tu vois ce que je veux dire? Alors, ça peut aussi, clairement, être une piste, les neurosciences. Après, si tu pars du côté des neurosciences, on va te dire que tu es toujours plus ou moins contraint par un mécanisme chimique, à des degrés divers, évidemment. Ça, c'est présupposé, voilà, qu'il arrive. Exactement. C'est une question qui m'intéresse particulièrement pour les cas limites, par exemple le cas de l'addiction au tabac. Tu vois, souvent les philosophes vont utiliser comme cas un peu typique de l'acrasie le patient qui est addict au tabac, qui a décidé d'arrêter de fumer et qui pourtant n'arrive pas à arrêter de fumer. Je pense que c'est pas un bon exemple. Parce que pour moi, dans l'addiction, par définition, il y a une privation de liberté. Enfin, tu vois, on n'est pas complètement libre d'allumer une cigarette quand on est addict. On est contraint par un mécanisme chimique. Alors évidemment, on va te dire, sur une objection, on va dire, oui, mais il y a des gens qui arrivent à arrêter de fumer. Oui, il y a des gens qui arrivent à arrêter de fumer. Il y a une certaine liberté, mais pour moi, elle est pas suffisante pour qu'on puisse dire que c'est vraiment de l'acrasie. Oui, on n'est pas du tout dans cette liberté totale. Voilà. Alors, il n'y a jamais de liberté totale. Je pense que la liberté totale, elle est toujours un peu illusoire. Mais par exemple, quand tu prends un médicament, quand tu as le médicament devant toi, tu dis, il faut que je le prenne et je le prends pas. A priori, tu pouvais prendre ce verre d'eau. Tu pouvais le prendre. Il n'y avait pas de difficulté neurobiologique au fait de prendre ton médicament. Donc ça, c'est vraiment un champ spécifique. C'est clair ce que je te reste. Mais carrément, c'est hyper.
En plus, ouais, comme tu dis, je pense qu'on a tous vécu ça d'une manière plus ou moins Voilà. forte. Certainement des gens Et tous les pour- jours et pour tout, Et et pour tout, d'autres. tu vois, je décide de rouler à vélo et de pas prendre la voiture. Je décide de pas reprendre une troisième fois du dessert alors qu'en fait, finalement, je reprends une troisième fois du dessert alors que j'ai pas d'addiction dessus. Ouais. Je décide de mettre mon réveil à 6 heures le matin et en fait, j'y arrive pas. Enfin, Je crois. en fait, je repousse. Enfin, en fait, Toutes nos incohérences, en ouais, fait. en fait, c'est présent partout, j'ai l'impression. Alors, du coup, ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus, toi? Alors moi, ça fait ma thèse en philosophie. J'ai commencé il y a 3 ans. Ouais. Et j'avais déjà un peu travaillé sur ce sujet-là pour ma thèse de médecine. C'était quoi ton En sujet? 2017. Et ben en fait, mon sujet de thèse c'était un peu la même chose, mais Ouais. le versant plus Ah, médical. génial. En gros, c'était l'inobservance thérapeutique en tirant certains débuts de, tu vois, de thèses philosophiques et dans la littérature sur l'éthique médicale. Et c'était qu'une revue de la littérature ou Ouais, t'avais graphique. une étude? Non, non, c'était vraiment bibliographique. Et donc ça, c'était j'ai soutenu en 2017 ma thèse Ok. de médecine et j'ai été co-dirigée par un philosophe qui, du coup, m'avait Génial. accompagnée. Et en gros, bah, la suite de mon travail n'a été que creuser ça un peu plus profondément Génial. pour venir vraiment vers la philosophie. Et est-ce que tu as, qui sont tes collègues vraiment intéressés? Est-ce que c'est plutôt des médecins qui trouvent que le sujet est cool Ouais. et sont en mode, tu nous diras tes résultats Ouais, si la philosophie peut nous éclairer, ou c'est des philosophes qui trouvent ça chouette parce qu'ils travaillent aussi sur des sujets de médecine, ou t'es seul au monde et tout s'en fout, t'es dans un autre, il y a que toi. peut-être. Écoute, je dirais un peu les deux, et en fait, c'est un peu mon combat. C'est-à-dire, c'est d'essayer de réconcilier les philosophes qui travaillent vraiment dans le concept, Ouais. assez peu dans l'application, sauf certains. Un peu perché. Voilà. Ouais. Qui mettent pas trop les mains dans le cambouis, j'ai envie de te dire. Et les médecins qui sont au quotidien face à des problèmes, qui sont intéressés pour prendre un peu de hauteur pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que quand on a compris ce qui se passait chez un patient, on est plus à même de proposer une solution, si tu veux. Toi, t'es vraiment dans cette optique, la philo, Ouais. elle va aider d'un point de vue pratique Voilà. dans des choses de la vraie vie. C'est ça, exactement. Ouais. Moi, je suis vraiment à me dire, si la philosophie nous aide pas à vivre notre vie, c'est qu'en fait, on a raté la cible. Et il y a aussi des philosophes qui disent non, la philo, c'est du concept pur. Et c'est, voilà, enfin, en gros, il y a vraiment deux. Toi, c'est pas ton approche. Voilà. Sur ce sujet-là. Moi, c'est pas mon approche, mais c'est parce que aussi, je viens d'une profession médicale, donc j'ai vraiment l'ADN du problème pratique. C'est-à-dire, en gros, moi, j'ai un problème face à un patient et il faut qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Et concrètement, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est un peu ça la Est-ce question. que les gens, ils t'interpellent en tant que médecin en disant, aidez-moi, j'arrive pas, aidez-moi à dépasser ça, ou ils disent que c'est leur problème à eux? Ouais. Alors, en fait, justement, c'est intéressant parce que j'ai mené des entretiens de patients dans le cadre de cette thèse. C'est un patient à toi. Alors, non, l'idée, c'était que ce soit des patients que je connaisse pas en tant que médecin. Donc, des patients de mes collègues, j'ai remis des affiches dans les salles d'attente de pas mal de cabinets médicaux en disant, vous êtes malade, vous avez envie de suivre des recommandations médicales, pourtant vous n'y arrivez pas, vous ne savez pas pourquoi. Appelez-moi. C'était ça, c'était un peu appel. C'est quoi le nombre de personnes que tu essaies d'avoir? Alors, là, on est dans une philosophie, donc j'imagine que t'es pas avec des cohortes de 100 personnes. Non, en fait, et surtout, c'est des entretiens qualitatifs. Ouais. Donc, en gros, tu as un entretien d'1h30, 2 heures, t'enregistres, ensuite tu retranscris et tu analyses les données. Donc, c'est très long. Je suis toute seule à bosser sur le sujet, donc autant te dire que je suis très vite limitée. Là, j'ai une dizaine d'entretiens. Ça va être un tout petit début de panorama pour ensuite, éventuellement, après ma thèse, poursuivre mes recherches. Pour le coup, mener des expérimentations sur des plus grandes cohortes, mais dans ce cas, il faut être dans une équipe. Enfin, tu peux pas être tout seul à bosser là-dessus. Donc là, pour l'instant, c'est des entretiens individuels et c'est des patients qui m'ont contacté en disant, je me reconnais complètement là-dedans. Et donc, ça m'intéresse de venir parler avec vous, parce que j'ai envie de vous aider dans votre recherche, mais c'est aussi parce que moi, j'ai envie de comprendre ce qui se passe chez moi pour trouver un peu des leviers pour résoudre le problème. Donc, les patients sont aussi... Est-ce que tu as une grille d'entretien? Ouais, j'ai une grille d'entretien. Alors, c'est semi-directif. Ouais. Donc, tu vois, il y a des philosophes qui font ça ou pas? Des entretiens semi-directifs? Alors, il y a des branches de la philosophie qui font ça? Alors, c'est plutôt des sciences cognitives. Donc, ça va plutôt être du côté de la sociologie, de la psychologie. J'avais rencontré un prof qui se disait socio-philosophe. Ouais, voilà. Du coup, il faisait ça. Un peu sur le terrain. Philosophe qui me disait, ouais, mais c'est pas vraiment de la voilà. C'est toujours pareil. T'as des querelles de clocher. Quand t'es pas un pur et dur de ton... Quitte à être pas pur et dur, toi, parce que t'es déjà en train voilà, genre rajoute. Et on va dire, je défends le ne soyons pas pur et dur. Parce qu'en fait, ça t'ouvre aussi des possibilités où, en fait, tu vas peut-être trouver des idées, des choses qui sont à la croisée de différentes disciplines auxquelles t'aurais pas pensé si t'avais été strictement dans ta discipline cloisonnée. Ouais. Tu vois, et moi, je trouve qu'au contraire, c'est assez intéressant. Je crois aussi pour ma paroisse, parce que c'est ce que je fais. Je suis médecin et je fais de la philo, donc voilà. Mais parce que toi, ça a été ton explication potentielle d'un vrai sujet que tu rencontres. C'est ça. Et globalement, les gens que tu sollicites, tu disais qu'au début du XXe siècle, c'est un peu revenu sur le devant de la scène. Ouais. Est-ce que les philosophes que tu étudies sont plutôt anglo-saxons, tu disais? Ouais, c'est vraiment de la philosophie. Ouais, c'est vraiment eux qui sont analytique anglo-saxonne, ouais, exactement. Okay. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Au début de l'entretien, c'est une tradition de la philosophie qui a peut-être un peu moins peur de se pencher sur des problèmes pratiques. Ouais, complètement. Tu vois. Donc c'est assez compatible avec avec les problèmes de la vraie vie, parce qu'en fait, il y a une réponse un peu binaire.
C'est A ou B qui va faire. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi, Mm. concrètement, face à ce problème-là, comment on l'explique? Et quand on l'a expliqué, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a encore des gens qui s'y intéressent aujourd'hui ou Ouais. c'était au début du 20e? Ouais, si, c'est toujours dans la tradition de la branche de ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la philosophie de l'action. Ouais. Qui en gros est une branche assez active de la philosophie analytique, qui en gros cherche à comprendre les déterminants, pourquoi on agit de telle ou telle manière, qu'est-ce que ça veut dire agir de manière intentionnelle, qu'est-ce que ça veut dire être libre d'agir, qu'est-ce que ça veut dire le champ de la métaéthique aussi, ça veut dire quoi quand je dis c'est la meilleure chose à faire pour moi, qu'est-ce que j'exprime quand je dis c'est la meilleure chose à faire pour moi ou c'est la bonne chose à faire pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ce terme-là? Et en fonction de ce que ça veut dire, ça a des implications différentes, contraint de manière différente. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez étudiées. Et puis, par exemple, les philosophes. Alors, des noms. Ouais, des noms. Moi, j'étudie beaucoup Richard Hare, c'est un philosophe anglais. Comment t'écris? H-A-R-E. Ok. Qui a écrit dans les années 50, 60, 70. Il y a Donald Davidson aussi, c'est le grand nom de la philosophie de l'action du XXe siècle. Bernard Williams aussi, pareil, anglais, années 70, 80. Il y a Jon Elster, c'est un philosophe, je vais dire une bêtise, norvégien ou danois, j'ai un doute maintenant, norvégien, qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là. Il appelle ça il a écrit un bouquin qui s'appelle Agir contre soi. C'est vraiment ça, en gros, c'est l'action contre la décision de l'agent. Donc ça, c'est une branche particulièrement intéressante. Et lui, pour le coup, il est aussi économiste, sociologue et philosophe. Donc pour le coup, il est aussi à la croisée des chemins. Et donc, il est très trouvons une réponse pratique, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et lui, il est toujours actif? Alors lui, je sais pas s'il est décédé ou s'il n'est pas décédé, il est très très âgé, mais il était actif au début du 20e, au moins tu vois dans les années 2000, 2010. Toi, t'as des gens à contacter concrètement aujourd'hui qui se penchent sur ce sujet-là? Alors il y en a certains, ouais, avec lesquels j'ai pas bossé spécifiquement, mais oui, il y a des gens qui travaillent sur ce problème de l'acrasie, qui vont écrire un peu sur le sujet, mais encore une fois, pas du tout dans le domaine de la philosophie appliquée. Oui. Tu vois, la médecine. Ouais. Voilà. Plus, on pose un problème théorique. Voilà, exactement. On fait travailler les méninges et c'est cool, mais ouais. C'est ça. C'est génial. Et en fait, c'était particulièrement, moi je trouve intéressant, notamment, tu vois, si on reprend la piste de Jon Elster qui a publié là-dessus, lui donne des réponses concrètes. Il va notamment étudier ce qu'il va appeler le contrat d'Ulysse. Je sais pas si tu en as peut-être déjà parlé. Ça me dit rien. Ça te dit rien? Ulysse, dans la mythologie grecque, je sais pas si tu as l'idée en tête, Ulysse et les sirènes. En gros, il est sur son bateau avec ses marins et arrivent des créatures qu'on appelle les sirènes. Dans la mythologie grecque, les sirènes, elles sont pas cool du tout. C'est des femmes oiseaux et en fait, elles chantent. Elles ont le chant le plus mélodieux, le plus beau du monde. Et en fait, ça rend les marins fous. Et quand le marin devient fou, parce qu'il a entendu ce chant, il se jette à l'eau et ensuite, elle dévore les marins. C'est vraiment pas sympa. On n'est pas dans la belle gosse. Non, elle n'est pas sympa. C'est dit. Et en gros, si tu veux, Ulysse, il se dit, donc globalement, ce que font les marins d'habitude, c'est soit ils deviennent fous, ils meurent, soit en gros, ils se mettent de la cire dans les oreilles pour pas entendre le chant des sirènes et traverser la zone. Lui, il traverse avec quelqu'un qui chante plus fort. Je sais pas, en fait, lui, donc ces marins se mettent de la cire dans les oreilles et lui il dit, écoutez les gars, j'ai très envie d'entendre le chant des sirènes. Néanmoins, je sais que si j'entends le chant des sirènes, je vais me mettre à l'eau, j'ai pas très envie de mourir, donc vous allez m'attacher au mât. Et en gros, il dit à ces marins, vous allez m'attacher au mât pour pas que je puisse sauter. Quand je vais les entendre chanter, je vais vous supplier de me détacher, mais c'est pas ce que j'ai envie pour moi. Et donc, du coup, plus je vais vous supplier de me détacher, plus il faudra serrer fort. En gros, c'est ça qu'il leur demande. Et donc, en gros, on est face à un cas de faiblesse de la volonté, d'acrasie, si tu veux. En français, parfois, ça se traduit par faiblesse de la volonté. Il sait qu'il va pas réussir à faire l'action qu'il a décidé de faire. Donc, il demande à un tiers de le contraindre. Et donc, ça, si tu veux, on va appeler ça le contrat d'Ulysse en disant aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, on peut faire ce type de contrat quand on sait qu'on va pas être en rehab, ça doit être un peu un truc. Ou les joueurs pathologiques, par exemple. On se dire, je sais que j'ai pas la volonté suffisante pour m'empêcher de rentrer dans un casino et d'avoir des dettes. Et donc, tu peux volontairement t'inscrire sur une liste de joueurs pathologiques. Et donc, quand tu rentres dans le casino, tu peux avoir une peine d'amende, une peine d'emprisonnement, que sais-je. Et c'est à ta propre demande. En gros, tu vas demander à un tiers, quelqu'un à l'extérieur, de te contraindre temporairement à ta propre demande pour te permettre d'atteindre ton objectif. Donc lui dit, est-ce qu'on pourrait pas imaginer des choses comme ça dans tous les domaines de notre vie? Par exemple, si tu t'annonces à tout le monde que tu arrêtes de manger du gâteau au chocolat, et que tu dis, collective. Exactement, et que tu dis, bah écoutez, voilà, je vous donne 5 € à chaque fois que je me fais voler en train de prendre une part de gâteau au chocolat, bah, du coup tu demandes à tes proches de te contraindre, ou en tout cas de mettre en place des mesures coercitives pour t'aider à atteindre tes objectifs. Donc ça pose la question de est-ce que c'est légitime d'avoir ce type de contrainte? Est-ce qu'il est légitime pour un agent, pour un individu, de dire je mets ma liberté provisoirement entre les mains de quelqu'un d'autre, même si c'est à ma demande,
pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Et ça, c'est une question d'éthique appliquée. De dire, est-ce qu'il est légitime pour un humain de renoncer, même temporairement, à sa propre liberté, dans le but de parvenir à se libérer à long terme et d'atteindre ses objectifs. Donc, tu vois, ça entremêle plein de... Face à, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait face à un problème d'acrasie? Il y a le bâton et la carotte, et il y a la version plus carotte des applications d'aujourd'hui, où tu vas te mettre dans un groupe. C'est ça. Et il y a le côté, tous ensemble, on se met un challenge. C'est ça. Les autres qui regardent si tu y arrives ou pas. Ouais. Là, c'est plus ludique et sympathique, mais il y a aussi ce côté coercition, tu vois, et ça peut très vite, le regard d'autrui, dans le domaine de la santé, mener à des trucs, tu vois, par exemple, si tu dis à ta mutuelle, bah oui, je m'engage à avoir un taux de glycémie bien équilibré, donc à pas manger trop, à faire bien, à prendre bien mon traitement. Et si je ne le fais pas, vous me remboursez pas. Voilà, par exemple. Tu vois, là, pour le coup, on se dit, bah non, ça compte pas légitime. C'est mauvais. Je sais pas dire pourquoi, mais c'est bizarre. Et donc ça, c'est des questions aussi qui vont amener à des sujets d'éthique appliquée. Jusqu'où il est légitime, en tant qu'individu, d'autoriser quelqu'un d'autre à prendre la main sur sa propre liberté. Et alors toi, tu disais, t'es convaincu qu'on est libre. Enfin, c'est ta thèse. En tout cas, qu'on peut avoir une liberté suffisante. D'accord, ok. Tu vois, je pense qu'on n'est jamais complètement libre. C'est illusoire de se dire qu'on est toujours contraint par quelque chose, que ce soit notre éducation, nos proches, le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit. Enfin, il y a toujours est-ce que ce serait possible d'arriver à une conclusion où tu te dirais, en fait, jusqu'à ce niveau-là, on est suffisamment libre pour pouvoir dépasser la quasi à laquelle on est soumis, et au-delà de ce niveau-là, c'est mort. C'est pas possible. Bah, faut redescendre, ou faut peut-être avoir une action préalable. Ah bah alors oui, je pense qu'il y a forcément un curseur de liberté suffisante. Ensuite, l'endroit où tu positionnes le curseur, il est forcément un peu arbitraire. Ouais. Mais néanmoins, moi, ça fait partie des pistes que je trouve assez intéressantes, c'est de dire, quand on agit en faveur d'une action A ou B, c'est qu'à un moment donné, les raisons pour faire A ont pris le pas sur les raisons pour faire B. Et que du coup, on peut ajouter volontairement, intentionnellement, des raisons dans la colonne faire A ou enlever des raisons dans la colonne faire B. Alors, par exemple, tu vois, les enfants, voilà, il pleut de fou. Par exemple, les enfants qui sont, je vais faire une comparaison horrible, ou les chiens. Non, mais tu sais, genre, un chien, tu lui poses un cheveu, là où je sais pas. Éventuellement, tu peux, assis. Bon, il est bien élevé, mais tu vas pas lui laisser toute la journée sur toute touche, tu vois. C'est un enfant, il est petit. On sent qu'il est incapable de faire cet effort, quoi. Est-ce qu'on serait pas, à certains moments, une espèce de régression du contrôle de soi qui fait qu'on n'est pas capable mais oui, ou alors avec des variations dans le temps, ou alors que l'action qu'on a décidé de faire requiert un contrôle de soi trop important à ce qu'on est capable de faire. Et c'est là que je pense qu'on peut ajouter des raisons d'agir dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, bah oui, l'idée du regard de l'entourage. Si tu veux arrêter de fumer, donc t'as ta colonne, bonne raison pour arrêter de fumer, retrouver une respiration moins contrainte quand je fais du sport, gagner 6 ans de vie, gagner 6 ans d'espérance de vie, ne pas dépenser de l'argent, etc. Ok, mauvaise raison d'arrêter de fumer, parce qu'en fait c'est agréable, parce qu'en fait ça nous déstresse, parce que socialement. Tu peux décider, tu dis si j'arrive pas à arrêter de fumer, c'est qu'en fait j'ai pas suffisamment de bonnes raisons d'arrêter de fumer. Ajouter des bonnes raisons, par exemple, j'annonce à tout mon entourage lors d'une soirée, allez, à partir de maintenant j'arrête de fumer. Tu rajoutes dans ta colonne bonne raison d'arrêter de fumer, je vais passer pour un idiot. Si en fait dans un mois j'ai pas arrêté de fumer et que tout le monde m'attend au tournant. Ça te rajoute un peu la pression. Voilà, une espèce de pression, en tout cas une raison d'agir, où je dis à mes enfants, écoutez, je vous promets, voilà, donc là tu dis, je vais pas arrêter de fumer, sinon j'aurais déçu mes enfants. Donc ça c'est encore, tu vois, tu peux créer un peu de manière artificielle des bonnes raisons d'agir d'une manière ou d'une autre. Ou si tu veux pas reprendre du gâteau au chocolat, tu vas pas aller dans un resto où les desserts sont visibles, tu vois, sur une table à côté de toi, parce que tu sais que le stimulus visuel ou même olfactif du fait que tu vois ton gâteau au chocolat, ça va te rajouter une bonne raison de dire, ah non, mais c'est trop bon, en fait, j'ai vraiment envie d'en manger. Donc, il y a probablement plein de petites choses à faire au quotidien pour faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Tu vois, ou pareil pour le traitement médical, ou d'aller faire du sport, tu vois, on dit aux patients, là, c'est bien que vous fassiez du sport 3 fois par semaine. Je sais pas, si t'as donné rendez-vous 3 de tes amis à 8h le matin pour faire ton footing, tu vas pas les planter, en fait. Tu sais que tu vas t'auto-contraindre parce qu'en fait, tu te seras engagé et ça te rajoute des bonnes raisons. Ça va faire peser, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme une balance. Avec des poids de chaque côté. Et que quand tu fais une action, c'est qu'à un moment donné, la balance a pesé du mauvais côté, du côté de l'action que t'avais pas envie de faire ou que t'avais pas décidé de faire. Et que tu peux essayer de refaire peser la balance de l'autre côté, entre guillemets. Non, parce qu'il y avait une personne qui m'avait dit, je sais plus ce qu'elle voulait faire, c'était peut-être poster un post LinkedIn régulièrement. Qui fait trop avancer le monde, enfin, moi. Et elle me dit, j'ai dit que j'allais le faire une fois par semaine, donc maintenant je l'ai dit, je suis obligée. Toi,
me dit de faire un truc pareil, genre, tu vois, ça marche. Bah, ça marche pour toi. Je peux dire que moi aussi, je dis que j'en ai rien à faire. Je sais qu'il se passera rien. En fait, c'est ça le truc. Je sais qu'il n'y aura pas mort d'homme. C'est ça. Tout le monde n'a pas les mêmes. Tiens pas Ouais. ma parole dont tout le monde se fiche, tu vois, personne n'attend le truc. Je voyais pas très bien en quoi ça allait me contraindre, quoi. Bah après, c'est à chacun de choisir la contrainte qui va peser pour lui. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant en médecine, c'est que nous, on a tendance à donner des schémas un peu pré-remplis. Alors dire aux patients, alors c'est important, je sais pas moi, que vous contrôliez votre glycémie parce que sinon, vous allez perdre 10 ans d'espérance de vie. Sincèrement, il y a des gens pour qui perdre 10 ans d'espérance de vie, ils en ont mais rien à faire. Il y a un truc... Ça t'intéresse pas. Je crois que c'est en neurosciences où ton moi de dans un jour il est tellement plus important que ton moi de dans 10 ans, que ton moi de dans 10 ans, il a autant d'impact qu'un inconnu dans la rue. C'est ça, exactement. Et on n'a pas tous faire un truc pour le moi de dans 10 ans. Et on a pas... Mais ça dépend. Parce qu'il y a dépend des gens, il y a des gens pour ça parle. Voilà, pour qui, en fait... Alors c'est marrant parce qu'Elster en parle justement, il appelle ça l'escompte hyperbolique du futur. C'est-à-dire que le bien futur perd de la valeur, plus tu t'éloignes, effectivement, plus, 5 € aujourd'hui, c'est l'équivalent de 50 € dans 6 mois et de 500 € dans 2 ans. Toi, est-ce que tu essayes de... J'entends que le truc qui t'a initialement motivé, c'est de dire que je veux trouver comment changer les choses pour que les gens ils passent le cap et qu'ils dépassent par écraser. Dans quel ordre il faut gérer le truc? Est-ce que c'est tenter des choses ou suivre ce que des gens ont fait pour déterminer ce qui serait une espèce de boîte à outils de choses potentielles qu'on pourrait faire, ou c'est essayer de comprendre le pourquoi par un autre biais pour essayer de le réintroduire après comme une solution? Dans quel sens tu prends le truc, en fait? Essayer de comprendre ce que les gens font, tu fais une liste ou... Je pense que ce serait assez intéressant à terme de faire une espèce de panorama en disant voilà, les attitudes acratiques, en fait, il y a plusieurs manières d'être acratique, je pense. Il y a certaines acrasies qui sont dues à un mécanisme X et d'autres qui sont dues à un mécanisme Y. Il y a par exemple certains philosophes qui vont dire en fait l'acrasie c'est dû à un renversement temporaire des préférences. C'est-à-dire que j'ai décidé que le mieux pour moi c'est de faire A. Au moment d'agir, si je fais B, c'est que très temporairement, j'ai en fait préféré B au moment d'agir, même si ça a duré quelques secondes. Même si mais voilà. Même si immédiatement après, je me redis bah non, je Et donc ce renversement temporaire des préférences, ça fait partie des hypothèses d'explication de l'acrasie. Et là, pour le coup, il suffit de faire peser les raisons différemment, tu vois, pour éviter que tes préférences se renversent. Ou alors, il y a d'autres philosophes qui vont dire, mais simplement, si tu dis que le mieux pour toi c'est de faire A et que tu fais B, alors que t'étais libre de faire A, c'est que t'étais pas vraiment sincère quand tu disais que le mieux pour toi c'était... Ou en fait, que c'était pas le projet, voilà. Penser exactement c'est bien de maigrir. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que la société dans laquelle tu vis te dit c'est bien de perdre du poids. En fait, un bon patient, c'est un patient qui prend ses médicaments. Ou un bon citoyen, c'est quelqu'un qui prend soin de sa santé, qui prend soin de son corps, qui fait du footing, qui mange pas trop gras, etc. T'as projeté ce qu'on attend de toi dans une telle situation, mais en fait, c'est pas vraiment ton jugement fond et sincère. Il faudrait éclairer quelles sont tes vraies valeurs. Voilà. Et donc, si tu veux, moi, je pense que ça passe par la détermination des préférences personnelles de chacun. Encore une fois, tu reviens à ton patient, si tu lui dis, bah voilà, quels sont vos objectifs, vous, dans la vie? Est-ce que c'est de vivre 10 ans de plus? Ou est-ce que c'est d'être capable d'aller faire votre marche de 20 km le week-end? Est-ce que c'est d'entretenir votre jardin? Ou est-ce que c'est de pouvoir aller jouer au foot avec vos petits-enfants? En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ce qui est compliqué, c'est que le médecin, comme il est déjà dans une relation particulière entre un médecin et un patient, est-ce que c'est la bonne personne pour avoir ce genre d'échange? Et est-ce que la personne, elle a pas envie d'être... Il y a plein de gens, tu sens qu'ils ont envie d'être des bons élèves, quoi. Oui, bah alors oui, tout à fait. Ma grand-mère, elle était carrément dans une espèce de truc où le médecin, c'était un demi-dieu. Évidemment, jamais remettre en question, qui avait nécessairement raison toujours. Et tu vois, elle avait un traitement qui convenait moyennement. Bah, c'est pas super, qu'il y a des effets secondaires, dis-le. Oh bah non, je vais pas le déranger. Tu vois, un truc, voilà, c'est un extrême, mais je pense qu'il y a... Une figure sacrée, quoi. Plus petit, il y a des gens qui, c'est un peu le prof, tu contredis pas, en tout cas. Du coup, c'est pas évident d'être dans cette posture-là quand t'es médecin. Alors, on est en train je pense qu'il y a un changement en ce moment de paradigme autour de la relation médecin-malade, où effectivement, c'est dans une médecine hyper paternaliste, jusque même encore aujourd'hui, il y a une grande part de la médecine, mais globalement, dans les années 50-60, le médecin prenait soin de ses patients en bon père de famille, c'était, tu vois, dans les règles de déontologie, enfin, c'était vraiment dit comme ça. C'est drôle. Ouais. Ah ouais. C'était vraiment, voilà, tu prends soin de j'ai vraiment pas une femme de médecin. Non, clairement pas. Et tu prends soin de tes patients comme tu prends soin de tes enfants, c'est-à-dire des êtres pour qui tu vas mieux savoir que ce qui est bon pour eux, de manière générale. Tu vois, un peu. Mais donc ça, si tu veux, cette espèce de pensée-là, le format de relation, elle est en train de changer. Et elle change par quoi? Elle change. Alors, au départ, l'impulsion dans les années 60, 70, 80, c'est des associations de patients. D'accord. Tu vois, beaucoup par
les associations ACT UP, tu vois, des patients atteints de VIH, etc., qui ont dit, en fait, on va se saisir. On est des sachants de notre propre Voilà, maladie. on va se saisir de notre problème de santé. Et donc, c'est un exemple, hein, mais globalement, c'est passé surtout par des associations de patients qui ont commencé à peser en disant, écoutez, les médecins ont une expertise technique, on ne peut pas être panier, parce qu'en fait, ils ont fait 10 ans d'études, ils ont des connaissances techniques. Néanmoins, les patients, nous, on est le mieux placés pour savoir ce dont on a besoin, quels sont nos objectifs en matière de santé. Et donc ça, petit à petit, ça a donné place à une relation un peu plus autonomisante du patient, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui fonctionnent pas comme ça, hein, et donc les patients ont encore très peur de se faire taper sur les doigts. Donc il y a beaucoup de relents de ce paternalisme-là. Néanmoins, de plus en plus, c'est l'image du pilote d'avion et du passager. En gros, le pilote, c'est le médecin, parce que il sait piloter, il sait sur quel bouton il faut appuyer. Le passager, c'est lui qui dit, bah moi j'ai envie d'aller à l'île d'Oléron. Voilà. Ouais, moi j'ai envie qu'on aille à l'île d'Oléron. On est dans notre petit coucou là. Donc moi je sais pas conduire un avion, mais je suis là, c'est moi qui est l'usager du truc. Donc moi je vous demande d'aller à l'île d'Oléron et toi t'es pilote et tu dis OK, donc si on veut aller à l'île d'Oléron, on décolle de tel endroit, on met le pilote automatique à tel endroit, on appuie sur tel bouton, on sort le train d'atterrissage et on atterrit comme ci comme ça et on s'y prend comme ça. Mais c'est lui qui dit où est-ce qu'il veut aller. Et en gros, je pense que dans la relation de soins, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut pas dire que le patient c'est mieux que le médecin, quel médicament faut prendre à quel dosage, etc. Parce qu'évidemment il y a une connaissance technique, mais notre expertise technique est au service de l'objectif du patient. Mais quand tu dis qu'il y a ça, du coup, c'est vraiment après les études ou même pendant les études? Bon, j'imagine que du coup, on dit moins agissez comme un bon père de famille. Mais est-ce qu'il y a un changement de paradigme de façon différente? Pas vraiment, c'est plus un changement de société qui fait que... Disons que les études médicales ont lieu au sein de l'institution hospitalière et que l'institution hospitalière, c'est encore un truc très, très pyramidal. Tu vois, c'est un peu nécessaire dans certains... Évidemment, mais il y a vraiment le patient, il est allongé, il est en chemise d'hôpital, il est dans son lit. Toi, t'es le médecin, t'es debout, t'es habillé avec tes vêtements de ville. Tu vois, il y a quand même un rapport de pouvoir, hyper fort. Je pense que l'organisation c'est difficile de faire autrement, mais le fait est qu'il faut avoir conscience qu'au sein de l'hôpital, c'est pas là où se font les grandes révolutions sociétales autour de... Enfin, je vais me faire taper sur les doigts, là, ce que je suis en train de dire. T'es pas la seule à le dire, mais... C'est-à-dire les femmes le disent encore plus. Voilà, globalement, il y a effectivement ce rapport-là. Et dans la médecine, moi je suis généraliste, donc effectivement, je connais déjà de la médecine libérale. Il y a clairement un rapport de pouvoir, en tout cas oui. Il y a une autorité, il y a un pouvoir. Clairement, il faut en avoir conscience. Et ensuite, il nous appartient à nous de dire aux patients, mais vous avez le droit de dire que ce que je vous propose, c'est pas conforme à vos objectifs. Vous avez le droit de dire que ce médicament-là, vous voulez pas le prendre. En fait, je suis pas là pour distribuer des bons points. Voilà, vous avez un problème, vous m'apportez votre problème, je vous dis voilà, face à ce problème-là, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Ensuite, c'est vous qui allez me dire quelle option on choisit. Alors voilà, moi je vais vous dire selon les données de la science, si vous voulez augmenter votre espérance de vie, c'est ça qu'il faut faire. Si ça c'est pas augmenter votre espérance de vie, c'est pas l'important, on peut aussi faire ça, ce sera moins efficace. Je vous donne les informations et ensuite on choisit ensemble et on va avancer ensemble en fonction de ce que vous aurez choisi. Et donc ça, c'est identifier les préférences du patient qui parfois ne sait pas lui-même quelles sont ses préférences. Et oui. Et donc là, tout le boulot du médecin qui se rapporte finalement pas mal à la maïotique, tu vois, platonicienne. En gros, c'était Socrate comparait le philosophe mère, voilà, qui était sage-femme. En gros, le philosophe est là pour aider les esprits à accoucher de leur concept. En gros, c'est ça, en fait, tu peux dire, on est là pour aider les patients à accoucher de leurs préférences. Tu vois, voilà, qui en sont très éloignés. Voilà, cette connexion, c'est ce dont ils veulent, parce que personne leur a jamais demandé leur avis. Et je pense qu'on peut, tu vois, on peut passer ce temps-là en disant, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui fait que le matin vous avez envie de vous lever? J'ai l'impression que tu es hyper éclairée par rapport à des médecins. En fait, je serais hyper intéressée de savoir le pourcentage déclaré par les médecins de patients qui feraient preuve d'acrasie. C'est sûr, il y en a, ils disent non, aucun, parce que personne n'ose leur dire. Mais bien sûr, mais ils prennent tous leur traitement. C'est évident que c'est impossible. Mais ça, dans les 50% dont je t'ai parlé au début, nous, on n'est pas au courant en tant que médecin. Et pendant nos études, on ne nous en parle pas. C'est-à-dire, on nous dit jamais. On arrive. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. On arrive sur le problème n'est pas résolu et toi, tu continues à demander plus. On donne l'ordonnance. Et puis, honnêtement, on est formé pour, évidemment, ils prennent le traitement. Je vais donner l'ordonnance. Et en fait, après, on ferme les yeux et si tu veux, les patients vont pas nous le dire parce qu'il y a encore cette peur d'avoir été mauvais élève, de se faire taper sur le doigt, de dire, attends, il va pas être content, mon médecin. Tu vois, il y a encore vraiment ce truc-là qui est super fort. Ça t'est déjà arrivé, toi, ça ça m'est arrivé plein de fois. De suivre quelqu'un mince, qui change, c'est bizarre. En fait, je vous faisais rien, quoi. Bah oui, complètement. Et puis de dire, mais vous prenez, la prise de sang, vous l'avez pas faite? Ah non, je sais, c'est pas bien. Non, mais attendez, je suis pas là pour distraire. Point, quoi. Mais en fait, t'aurais pas posé la question, t'aurais juste pas su, quoi. Bah oui.
Ou alors les gens te le disent, mais ils sont hyper mal, ils ont vraiment peur de passer un sale quart d'heure. Enfin, tu sens que non mais vraiment, c'est terrible. Pourtant, j'ai pas l'air de faire très peur, je pense, si tu vois, dans la vie. Mais il y a vraiment ça. Donc, faut rassurer les gens. Mais non, mais arrêtez tout de suite. On n'est pas là pour. Je ne donne pas une note, quoi. J'ai pas d'avis sur ce que vous faites. Sur Moi, votre je suis vie, là quoi. pour vous rendre service, en fait. Et du coup, toi, tu continues d'être médecin? Je continue d'être médecin. Alors, Garder un lien avec la ouais, pratique très de peu pendant choses, ma ou thèse. t'as envie de revenir après complètement à la médecine, justement, forte de toutes tes connaissances, ou c'est pas encore clair et... J'aimerais bien. Là, je suis une demi-journée de médecine par semaine Ouais. pendant ma thèse de philo parce que j'avais clairement pas le temps de faire plus, mais j'avais quand même envie de garder un peu de pratique parce que voilà, je trouve c'est important d'avoir cette double casquette. Et à terme, je me vois bien faire les deux. Continuer à faire les deux. En gros, faire de la recherche. Genre, effectivement, l'éthique appliquée, la philosophie, et puis continuer à exercer un peu aussi, parce que c'est pas mal de se remettre un peu, pas être complètement déconnecté de ce qui se passe Tu concrètement. devrais faire partie de comités qui défendent une idée, je veux dire du lobbying, parce que je crois qu'on dit du plaidoyer pour les trucs qui sont pas pour prendre de la thune aux gens ou faire des trucs horribles pour le monde, mais ouais, de faire partie de groupes qui défendraient une pratique. Ouais, je suis assez. Si t'es convaincu de ton idée, parce que les étayé, tu as fait des recherches. En fait, c'est des sujets qui m'intéressent suffisamment pour que j'ai vraiment envie de les défendre, si tu veux. Ensuite, ce qui m'intéresse encore plus, c'est d'être au cas par cas auprès des patients pour que ça marche et que le soin soit le plus adapté possible à chaque patient en fonction de son histoire, de son contexte, etc. Évidemment, c'est hyper idéaliste, parce qu'il y a plein de moments où on n'a pas le temps, où en fait le temps médical est hyper compté, et que parfois il faudrait passer 3 heures avec un patient et on a 20 minutes. Si tu veux, il y a aussi des moments où on est contraint par des problèmes d'organisation, tu vois, de temps, voilà. Néanmoins, c'est ça qui m'intéresse vraiment. En fait, quand on est face à un dilemme, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire ça ou est-ce qu'il faut faire ça? Prendre le temps de discuter avec les patients, d'essayer de faire émerger ces choses-là pour que les décisions qu'on prenne, on la prenne ensemble et que ce soit vraiment l'objectif du patient qui soit au centre du processus. C'est marrant parce qu'en fait, toi, c'est par la médecine que tu arrives à cette question-là, mais je suis en train de me dire, tu vois, tu ferais un atelier, peut-être même une fois dans l'année, mais avec des enfants qui se rendent compte de leur fonctionnement, ou qui se disent, ah tiens, comment je pourrais m'aider moi-même à... C'est peut-être faire des devoirs, peut-être faire une connerie, tu vois, mais c'est peut-être pas ce qui passionne le plus, c'est très sympa. Mais c'est ton objectif quand tu réponds non. Non. Bon, on va pas l'histoire. Mais tu vois, un truc où, parce que apprendre à se connaître et à s'autogérer et justement sortir de cette relation à un tiers contraindrait et qui est la seule méthode pour tout. Enfin, tu vois, je pense à ma mère qui dit, ah, retenez-moi, c'est pour les tables de chocolat. Je dis, arrête, qu'est-ce que je vais retenir? Si tu prends éventuellement, je peux faire une réflexion. Bah, t'as dit que t'en prenais pas. Je dis, oh non, mais c'est bon, bah, je vais pas t'attacher comme une lisse. Voilà. Et du coup, il y a c'est ça, en fait. Ça peut être intéressant en tant qu'enfant de réaliser comment on fonctionne. Ah, mais ce sujet-là, en fait, moi, je le trouve passionnant parce que tu peux l'appliquer dans tous les champs. Dans le champ de l'éducation, dans le champ de la politique, dans le champ de l'écologie, tu vois. Mais oui, bah, je fais un peu de politique environnementale. Voilà. Quand on parle de nos contradictions, exactement. Rationnellement, je voudrais, mais après, au quotidien, j'ai pas très envie. Exactement. J'ai vraiment envie de faire ça, de faire mon compost, de manger local, de saison, de prendre mon vélo tout le temps. Et parfois, en fait, je le fais pas, alors même que j'ai décidé, que rien m'empêchait de le faire. En fait, c'est ce concept-là, il est déclinable à l'infini dans à peu près tous les champs de la vie. Et c'est pour ça que je trouve particulièrement intéressant. Et t'as l'impression d'être plus lucide sur ton fonctionnement depuis que tu travailles là-dessus ou... Alors, lucide, oui. Je suis toujours la reine des acratiques. C'est vrai. Ouais, vraiment. Donc, c'est en ça que la philosophie, parfois, c'est un peu désespérant, parce que tu identifies tous les moments. J'ai bien compris. Tous les moments où tu dis, mais oh là là, la catastrophe. Et en fait, résoudre le problème, c'est pas si simple. Donc non, je suis pas devenue plus sage. C'est marrant parce que du coup, ton espoir, c'est de réussir à accompagner les patients, mais si tu te rends compte qu'il y a une limite, du coup... Ouais, mais je pense que c'est pour ça que pour moi, quand même, l'intervention du tiers, elle est intéressante. Ouais. Tu vois. Après, il y a des gens qui sont des forces de volonté incroyables et qui sont dans le contrôle d'eux-mêmes. Vraiment, c'est fou. En général, ils ont notre grande admiration. Ouais, voilà. C'est absolument pas mon cas, du tout. C'est pas pour rien que j'étudie ce sujet d'ailleurs, si tu veux. Ça fait 5 ans que je dois faire du footing, tu vois, par exemple. Ah, c'est trop drôle. En fait, c'est vraiment le sujet qui devrait revenir à tous les nouvel an et tous les rencontres. C'est ça. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc non, en fait, ça me rend pas, non, du tout. Je suis pas un modèle. En fait, je pense que c'est aussi intéressant de lutter contre cette idée-là parce que l'idée un peu, l'archétype du philosophe qui est plus sage que tout le monde, enfin, en fait, c'est pas vrai. Bah, c'est souvent parce que t'as un problème que tu penses. Voilà. On étudie des sujets qui stimulent intellectuellement, qu'on trouve porteurs et intéressants, mais ça ne rend pas des
comme ça, dans un claquement de doigts, des gens plus sages. Enfin, faut Mhm. arrêter, quoi. Dans Je l'action. pense que toute ma vie, je reprendrai une 4e fois du gâteau au chocolat. En fait, je pense que voilà, mais donc non, ça me rend pas plus sage pour autant. Mais je pense qu'il y a un sujet intéressant quand même et qu'il y a des petits leviers ponctuellement. Et notamment de la part d'un tiers en tant que médecin, tu vois. Je pense que parfois Ouais. Pour le coup, ce petit pouvoir, Pour le cette coup, petite hiérarchie, ce petit levier-là. peut être le ouais, petit déclencheur qui fait que ça met un peu la pression. Quoi. ouais, ou alors agir différemment, parce que parfois on dépense une énergie de dingue, tu vois. Mm. En discutant avec les collègues en disant, oh là là, mais j'aurais vu ce patient, ça fait 15 fois que je lui dis de prendre ses médicaments et ça fait 15 fois qu'il les prend pas. En fait, là, il y a une énergie, Ça veut dire que une énergie de méthode, quoi. qui est dépensée pour un résultat nul. Donc, Voir qui fait que la personne voir se déprécie en contre-productif. disant, je trouve. Ouais, ou voire contre-productif. Parce que ça, il y a pas mal de théories de la psychologie qu'on appelle la réactance, théorie de la réactance. Ouais. En gros, c'est Brehm, un psychologue qui a énoncé cette théorie-là, qui dit que plus un individu a l'impression d'être contraint, pas à sa demande, hein, mais plus on lui dit arrête de fumer, là, faut vraiment que t'arrêtes de fumer, là, faut vraiment que t'arrêtes de fumer, plus en fait, il va avoir tendance à justement fumer pour prouver qu'il est libre d'agir, qu'il a une liberté. Tu vois? Quand on aura des ados, il faudra qu'on s'en rappelle. Alors, mais complètement. Et en fait, la réactance, c'est hyper fort. Et effectivement, si tu dis à un patient, mais là, il faut arrêter de fumer. Vraiment. Là, c'est maintenant. Vous arrêtez de fumer. Bah, plus parfois, en fait, pour affirmer qu'il est libre, pour affirmer, non, mais en fait, je suis un être humain. Je suis digne Sans je contrôle. suis capable de m'autodéterminer. Donc, pour prouver que je suis capable de m'autodéterminer, je vais renforcer ce mécanisme-là hyper décrit. Typiquement, tout ce qui est les gens qui travaillent sur la motivation. Faut pas dire à quelqu'un, arrêtez de manger gras, arrêtez de fumer. Parce qu'en fait, plus tu vas leur dire ça, plus ça renforce le comportement. En fait. Qu'il faut corriger. Donc ouais, quand on aura des ados, clairement, je pense que ça, c'est à mettre en train de nos têtes. Il faut y aller frontal. Voilà. Alors c'est parfois aussi un peu de la manipulation, mais faut faire le tour un peu du sujet. Bien. Parce que sinon, ça marche pas. Donc ouais, donc toute cette énergie qui est dépensée par les médecins, je me dis parfois, il pourrait être réorienté vers d'autres mécanismes. Avec plus d'efficacité. Encore une fois, pas pour faire au patient ce que nous on a envie qu'il fasse, mais pour que le patient puisse faire ce que lui-même a envie de faire. décidé qu'il voulait faire en prenant le chemin le plus efficient. Quoi. C'est ça. Génial. Voilà. Moi, je suis trop contente d'avoir discuté, c'est trop cool. Ça te va, ouais? Ah ouais, c'est génial. Format? Ah ouais. Je suis super contente. Vraiment. Cool. C'est trop cool. Merci. Bah non, de rien. C'est sûr. Et je suis vraiment contente. Trop bien. Parce que du coup... Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être informé de la diffusion des prochains, vous pouvez vous abonner au podcast en cliquant sur le bouton suivre ou s'abonner de votre appli. Et puis vous pouvez aussi partager votre email sur le site stefets.com, stefets.com, pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt!